art should look like the rest of our What art culture. really is a vehicle of Every acceptance. decision, aesthetic decision, has a value behind On it. a besoin de liberté, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit tout le monde, quoi I qu'on wish fasse. for you to stand up for what you care about. À chaque exposition, on va faire une soirée des acteurs engagés pour réunir cet écosystème ONG, artistes et entreprises. L'objectif, c'est qu'à travers ces 3 interventions, vous repartiez avec peut-être des questionnements, et c'est vertueux le questionnement, avec des idées nouvelles, avec des rencontres aussi, au-delà des speakers qui sont là ce soir. La meilleure façon de réseauter dans une galerie, c'est en parlant des œuvres que vous avez en face de vous. Vous les aimez, elles vous interrogent, et parlez, faites connaissance avec la personne qui est à côté de vous. On ne vous a pas affublé de badges, on ne vous a pas affublé de couleurs. Moi, j'ai fait énormément de soirées de networking avec des jeux absolument... On a 8 ans, quoi. Bon, alors c'est sympa, mais vous n'avez pas 8 ans, quoi, voilà. Et donc, les œuvres d'art nous connectent à l'autre. Ce n'est pas juste beau. Nous, on fait The Caring Gallery, on fait des expositions et on propose des œuvres d'artistes, pas pour que la personne trouve ça joli. C'est sûr qu'il y a une dimension esthétique claire dans l'art, mais la beauté est très relative. C'est pour que la personne se connecte à l'autre, se connecte à une autre réalité et prenne conscience de sujets de société et environnementaux qui peut-être ne transparaissent pas dans les médias, parce que les médias, c'est des mots, c'est de l'actualité, c'est de la réalité, ne transparaissent pas dans les chiffres. Et on a besoin de nouveaux imaginaires, on a besoin de ressentir aussi sur les défis de société qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc c'est la vocation de The Caring Gallery, d'arriver à créer cette alchimie entre vous et avec vous. Mon sujet, en tant que fondateur de Women, un cabinet donc de conseil qui accompagne les entreprises sur leur engagement dans la société et leur rapport justement avec la société, la question que vous avez évoquée tout à l'heure de la raison d'être est devenue centrale, est un sujet qui évidemment fait de l'entreprise un objet politique au sens acteur de la vie de la cité. Donc je vais avoir l'occasion d'en reparler et aussi de revenir peut-être sur ce que vous avez dit juste avant, parce qu'on est dans cet univers-là. Alors quand on a discuté avec Florence du thème qu'on allait prendre ce soir, c'est vrai que moi j'avais beaucoup parlé de sujets de raison d'être, de savoir comment l'entreprise aujourd'hui définissait son utilité, comment elle expliquait le projet qui était le sien et en quoi il apportait une réponse à des enjeux de société. Et en même temps, on était en plein dans le début du conflit en Ukraine. Et on l'a vu, quand le Premier ministre ukrainien prend la parole devant le Parlement français, une grande partie de son discours est quand même consacrée à citer le nom d'entreprise qu'il considère comme n'ayant pas joué ou respecté les règles qui ont été fixées au niveau européen. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'entreprise est rentrée dans un champ nouveau, celui où finalement elle est appelée à avoir un rôle qui dépasse simplement le rôle de la production de biens et de services ou le recrutement et le travail, j'allais dire, de collaborateurs dans l'organisation. Alors, au moment d'ailleurs où on se posait cette question avec Florence, on évoquait un peu comment on allait traiter le sujet. Petite anecdote, moi j'étais en rendez-vous avec un de mes clients qui dirige un grand groupe de conseil international qui est présent dans 50 pays et qui me disait on doit prendre une position aujourd'hui sur l'Ukraine et sur la Russie. On est présent en Ukraine, on est présent en Russie, on doit rapatrier des gens d'Ukraine, on doit cesser nos activités en Russie ou du moins les suspendre. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il faut le faire ? Et si on le fait, comment faut-il le faire ? Et surtout, si nous le faisons en Russie, qu'est-ce que je dois faire en Colombie où il y a bientôt des élections ? Qu'est-ce que je dois faire en Afrique du Sud où il y a eu des émeutes et où certains de nos collaborateurs n'ont pas pu aller travailler pendant un moment ? Est-ce que je dois moi aussi prendre position ? Est-ce que l'entreprise doit s'engager sur ces questions-là et elle-même prendre une position ? Et donc on voit bien qu'aujourd'hui on est rentré dans un moment, et chez Women, pour accompagner des dirigeants sur ces sujets, je vais avoir l'occasion d'en reparler, de rapport à la société, sous toutes ses formes, et surtout sur sa mise en œuvre, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est bien vous avez parlé de mode, de mode des raisons d'être, c'est pas une mode, ça devient un mouvement à partir du moment où ça devient quelque chose de concret dans l'organisation. Et le concret, finalement, c'est comment on apporte une réponse, comme on le disait là, en lien avec ce que vivent les équipes sur le terrain. Et je crois que c'est d'ailleurs Thierry Breton qui avait été à l'œuvre sur la raison d'être du groupe Atos, qui a dit finalement une des raisons, enfin un des
des critères qui doivent permettre de savoir ce qu'on fait sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est de se poser la question de savoir si finalement notre position est en phase avec la raison d'être de notre groupe. Et si on est là pour nourrir des populations, finalement on doit peut-être se poser la question différemment que si on est là pour leur vendre des systèmes d'information. Donc voilà, donc tout ça rentre en ligne de compte. On voit en tout cas qu'on est dans un moment qui est vraiment clé, qui est un moment charnière, et nous on le voit vraiment au quotidien. Les dirigeants aujourd'hui sont en attente sur ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que c'est des sujets sur lesquels il y a eu une évolution très très forte. Bon, premièrement, vous avez peut-être vu, vous le connaissez peut-être, Pascal Desmurger, qui est le directeur général de la Maïf, qu'on a vu beaucoup parler de sujets de raison d'être ou d'entreprise à mission, a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera pas ». Donc on voit bien qu'on est dans ce sujet, même s'il ne faut pas le voir comme politique au sens partisan. On est dans un moment particulier, on est entre deux tours. On a vu qu'il y avait d'ailleurs des fédérations professionnelles qui avaient commencé à dire plus ou moins quelle devait être l'orientation du vote des Français dans quelques jours. Moi, à titre personnel, et même dans ce qu'on défend chez WeMin, on ne pense pas que l'entreprise doive se positionner sur des sujets qui sont des sujets partisans, mais sur des grands sujets qui sont des enjeux de société. Alors vous allez me dire, parfois, les enjeux de société rejoignent les sujets partisans, et c'est vrai que quand on parle de l'élection qui va se jouer dans 10 jours, on est aux confins, la frontière est ténue, mais il faut savoir aussi respecter le jeu démocratique, il faut savoir aussi respecter l'intérêt général, qui ne peut pas forcément être celui qui est porté par l'entreprise, même si l'entreprise contribue à l'intérêt général. Donc, toujours est-il que cette entreprise, aujourd'hui, elle est au cœur de ce sujet qui est un sujet profondément politique, mais on pourrait le dire, ce n'est pas nouveau, parce que finalement, depuis le début de la révolution industrielle, on a vu des grandes figures du capitalisme à visage humain ou du capitalisme à visage social, ou des grands entrepreneurs on connaît en France un certain nombre, prendre fait et cause pour le rôle de l'entreprise dans la société, le rôle de l'entreprise comme vecteur de progrès. Donc finalement, on pourrait se dire, il n'y a finalement rien de nouveau. Aujourd'hui, les entreprises doivent jouer un rôle, elles doivent s'engager dans la cité, au sens grec du terme, du mot politique. Et finalement, rien n'a changé. Ce qui a changé fondamentalement, c'est les attentes de la société. C'est-à-dire que là où on attendait de l'entreprise, il y a 50 ou 100 ans, qu'elle apporte un boulot ou qu'elle permette de fournir un produit ou un service, aujourd'hui, on attend d'elle qu'elle ait une utilité dans la société, qu'elle nous donne ou qu'elle nous fournisse des produits ou des services qui sont conformes aux valeurs qu'on a envie de voir porter ou qu'on a envie de défendre. Et puis on a envie aussi qu'elle traite des sujets ou qu'elle gère, si on peut dire, des sujets qui sont des sujets de société qui aujourd'hui ne sont plus forcément traités ou qu'on ne sait pas forcément résoudre dans l'espace public. Et aujourd'hui, toutes les entreprises sont confrontées à la question de savoir effectivement comment on gère le fait religieux, comment on gère aujourd'hui la diversité, comment on gère l'inclusion. Et tout ça, c'est des sujets très concrets qui se posent dans une communauté humaine, dans une organisation qui doit y répondre et qui doit le faire comme on le ferait au niveau d'un État ou d'une organisation. Donc je crois que c'est vraiment ce qui a changé aujourd'hui. On le voit à 4 niveaux. Le premier, c'est les nouvelles générations qui nous disent très clairement... je crois que c'est 70% aujourd'hui de la génération Y qui dit en gros les changements de la société viendront du monde de l'entreprise. Donc ça veut dire concrètement que quand cette génération va chercher du travail, elle attend que le travail qu'elle va faire puisse répondre justement à cette ambition de changer le monde et de faire évoluer la société. On voit aussi que les consommateurs, et vous le savez tous, aujourd'hui tout le monde, y compris dans des grands supermarchés, son appli Yuka sur son smartphone pour regarder d'où viennent les produits, comment ils ont été faits, ce qu'ils véhiculent aussi comme valeur et ce qu'ils vont nous apporter comme respect d'un certain nombre de choses qui nous semblent fondamentales, pour reprendre le titre de votre revue, mais qui semblent fondamentales pour notre vie d'aujourd'hui. Donc le consommateur est lui-même devenu un acteur. Troisièmement, la société elle-même attend que, justement, comme je le disais, des grands sujets de société, des grands sujets qui sont des sujets de nos vies quotidiennes, trouvent leur résolution dans l'entreprise. L'entreprise ne peut plus dire aujourd'hui, ça c'est des sujets qui ont l'inclusion, la place de la diversité, la place des femmes évidemment, on est là pour en parler aussi, ne peuvent pas être mises sur le côté et dire finalement c'est pas à l'entreprise de les traiter, évidemment que c'est à l'entreprise de les gérer. Et puis on voit aussi un mouvement qui est majeur, que tout le monde ne voit pas toujours au quotidien, mais qui est aussi le monde de l'investissement et de la finance, qui est vraiment profondément en train de changer et qui aujourd'hui commence à mettre des critères et des choix d'investissement vers justement des organisations ou des projets qui ont une vocation durable, qui respectent l'environnement, qui ont tout
un nombre de critères qu'on appelle aujourd'hui l'impact, pour ceux qui connaissent, hein, mais qui vont être déterminants pour le financement des projets. Alors c'est encore une petite partie, mais l'effet de levier il est considérable parce que c'est une petite progression, mais qui avance de façon assez exponentielle et qui risque bien de changer le quotidien de beaucoup d'organisations. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les entreprises finalement feraient tout ça? Parce que finalement, quel est leur intérêt dans tout ça? Ben, elles le font aussi parce que, comme on le dit, c'est une façon de recruter des talents, c'est une façon aussi de trouver des consommateurs, et c'est une façon aussi d'exister dans la société, d'avoir un rayonnement, d'être une marque. Alors on l'a vu, un certain Maxime, toi tu as fait une thèse sur les marques qui deviennent politiques, on l'a vu aux États-Unis pour un certain nombre d'entre elles. Donc tout ça n'est pas fait uniquement par philanthropie ou des intérêts, c'est aussi parce que les organisations, les entreprises y trouvent leur intérêt, ce qui finalement peut être une bonne chose, hein, parce que finalement ça fera avancer les choses plus vite que si personne n'y a intérêt, il faut se le dire de façon assez crue. Donc c'est comme ça que les choses aujourd'hui avancent. Alors, si maintenant on en vient à la deuxième partie du sujet que Florence tu posais, qui était de dire finalement si l'entreprise est devenue politique, quel rôle ou quel impact de ce qu'on appelle la raison d'être ou la mission, quand on veut aller plus loin que sa raison d'être et considérer que l'entreprise doit résoudre ou doit traiter en tout cas un objectif qui est plus loin que son propre intérêt à elle, mais qui va résoudre quelque chose qui a trait à un grand enjeu de société. Nous, on travaille beaucoup sur ces enjeux, on a beaucoup accompagné d'entreprises. Vous avez raison, monsieur, quand vous disiez il y a peut-être eu une mode. En tout cas, je ne sais pas si c'est une mode, en tout cas, c'est sûr que beaucoup d'entreprises et beaucoup de dirigeants ont pris conscience aujourd'hui que l'entreprise, elle était au cœur de la société, les raisons que j'ai évoquées juste avant, et puis de façon très concrète des problèmes qui se posent au quotidien. Et donc, à un moment donné, l'évolution du droit positif, elle suit finalement l'évolution de la société, l'évolution des attentes des gens. Donc, effectivement, la loi Pacte qui est arrivée en 2018, elle est arrivée pour dire, finalement, aujourd'hui, l'entreprise, elle a plus pour objectif unique de satisfaire les intérêts des actionnaires ou de satisfaire son objet social. Elle a vocation à avoir un rôle plus large qui consiste à aussi remplir, alors de façon même générale, hein, pour toutes les sociétés, des objectifs sociaux et environnementaux. Ça fait partie aujourd'hui du droit positif. Hein. L'entreprise, elle existe à la fois pour répondre à son objet social, mais aussi pour respecter des règles environnementales et des règles sociales. Donc c'est un élément nouveau. Le deuxième élément, ça a été de pouvoir se doter d'une raison d'être. Et la raison d'être, alors souvent on en parle, il y a plein de définitions super compliquées. Finalement, la raison d'être, c'est assez simple. Hein. C'est finalement qu'est-ce que je dis à un jeune qui a 25 ans, qui vient chercher du boulot, qui va me dire à quoi je vais servir, à quoi sert cette boîte. Et aujourd'hui, on le voit bien, c'est exactement la question qui est posée dans toutes les organisations. On veut recruter cette nouvelle génération qui nous dit moi je veux bien travailler chez vous, je veux bien aller travailler chez Danone, je veux bien aller travailler chez Orange, ou je veux bien aller travailler chez Unilever, mais finalement, c'est quoi, à quoi elle sert cette entreprise dans la société? Et si on n'a pas la réponse, on est à peu près sûr que la personne ne viendra pas travailler chez vous. Et deuxièmement, si on ne sait pas non plus lui dire quelle sera son utilité à elle ou à lui dans l'organisation, évidemment qu'on n'arrivera pas à recruter ces talents-là. Donc, c'est aussi pour ça que finalement les entreprises se sont dotées de cette raison d'être qui permet aussi, à un moment donné, de rassembler un collectif pour se dire à quoi on veut servir et qu'est-ce qu'on veut faire et en quoi on veut être utile dans le monde dans lequel on vit. Là encore, je l'ai dit, parce que c'est une attente générale de la société. Donc ça, c'est la première étape. Et l'étape qui va plus loin, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la mission. Vous l'avez effectivement, vous avez raison, ce que vous avez expliqué autour du design aussi, qui rentrait dans cette appréhension de l'entreprise autour de sa mission. La mission de l'entreprise, c'est aussi à un moment donné considérer que l'entreprise, elle est là pour réaliser quelque chose qui est plus grand qu'elle, qui est un rapport à la société et qui a vocation à embarquer le collectif de l'organisation. Alors, mode ou pas mode, en tout cas, nous, on le voit au quotidien, c'est des leviers assez puissants, des choses qui vraiment refédèrent autour d'un projet, parce que parfois, les entreprises, elles ont un projet qui est clair autour de leur fondateur quand l'entreprise démarre, mais c'est vrai que les années passent et puis finalement, on l'a vu, dans les années 80, l'entreprise s'est financiarisée. Et puis la crise est arrivée plusieurs crises sont arrivées, mais la crise sans doute de 2007 a eu un impact énorme parce qu'elle a complètement changé la donne. Elle a remis quand même certains critères au devant de la scène. La RSE aussi ça a été le grand moment quand même où on a redéfini des critères socio-environnementaux pour évaluer les entreprises. Et puis le Covid est passé aussi par là et qui a donné une grande réflexion quand même sur le sens que devait avoir l'entreprise. À partir du moment où on arrête de travailler pendant 3 mois, que personne ne se rend sur son lieu de travail,
pour faire revenir les gens, tout le monde a réfléchi, et y compris les dirigeants qui se sont dit finalement c'est vrai, qu'est-ce qu'on dit à nos collaborateurs pour les faire revenir finalement, ça sert à quoi leur boulot, à quoi c'est utile? Bon, si c'est juste utile à satisfaire des objectifs, et nous parfois on le voit, on vient nous dire comment on fait pour remettre les gens autour des objectifs, on a dit qu'on faisait 3% de plus cette année, on a dit que les ventes devaient progresser de 10%, mais là personne n'y est, comment on fait? En même temps, si on propose aux gens uniquement de répondre à des indicateurs chiffrés de croissance des ventes, c'est sûr qu'on peut être sûr que personne n'aura envie de les remplir. Par contre, si on propose à une génération d'avoir un rôle, d'avoir un vrai impact sur la société et le monde dans lequel on vit, et qu'on mesure ça, il y a plus de chances qu'on motive les gens et qu'on les emmène à la fois pour un projet personnel, mais aussi un projet collectif qui est de transformer les choses. Donc c'est en ça finalement que la raison d'être, elle a, oui, certes été une mode, oui, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait leur raison d'être, mais finalement, le vrai sujet, il commence presque maintenant. C'est une fois qu'on s'est doté d'une raison d'être, une fois qu'on est devenu entreprise à mission, comment on en fait une réalité concrète? C'est comment on fait en sorte que ceux qui sont dans l'entreprise puissent se dire en quoi je contribue moi à réaliser un projet qui sert à la société. Et si les entreprises n'arrivent pas à résoudre ce sujet-là, elles n'arriveront plus à recruter, et demain, c'est même leur profitabilité, leur survie qui sera en jeu. Donc c'est vraiment un sujet qui est imbriqué, qui est à la fois politique, qui est à la fois économique et qui est à la fois corporate, si on prenait les termes des anglo-saxons. Et le lien avec l'art qui nous réunit tous aujourd'hui ici, c'est que l'art, ça interroge le monde, ça nous pose des questions, ça engage aussi une vision du monde. Et quand on en parle avec Florence, on se dit effectivement qu'il y a un vrai lien aujourd'hui entre ce qu'on vient de se dire sur le rôle politique de l'entreprise et justement la passerelle, le médium qu'est l'art pour toutes ces organisations. Et c'est vrai que nous, souvent, on se dit, on n'a pas réussi, il faut être honnête, encore à le transformer, mais c'est une raison d'être, elle devrait pouvoir se traduire dans une œuvre artistique ou dans un projet ou dans une coproduction artistique. Pourquoi? Parce qu'on retrouve dans la coproduction artistique ou dans la création artistique l'ensemble de tous les ingrédients qui sont ceux qu'on a évoqués. Le politique, la société et puis la vie des gens, parce qu'en fait tout ça, ça tient quand même au fait qu'on ait envie de se lever le matin pour aller travailler, qu'on ait envie de se lever le matin pour faire des choses dans le monde. Et c'est exactement ce que nous posent ces œuvres ce soir. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir sur ce rapport de l'entreprise, du politique et de la société. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Dominique Siama, je suis le créateur et le directeur de CY École de Design. Ça fait 24 ans que je travaille dans le domaine de l'enseignement du design. Je suis aussi le président de l'APCI, qui est l'association de promotion du design. Donc en fait, mon métier c'est d'évangéliser autour du design. Je n'ai pas de toche blanche, je ne suis pas barbu, sauf quand je ne me rase pas. Et c'est ça, mon métier c'est d'enseigner, mais aussi de faire la promotion du design. Alors, le design peut-il changer le monde? Alors, en fait, là, pendant que j'étais appuyé contre le mur, je me disais, mais cette phrase, en fait, n'a aucun sens. Et c'est moi qui l'ai prononcée au départ. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'arrogant dans cette idée que nous pouvons changer le monde. En fait, c'est ce qu'on nous a fait depuis des siècles. Ça fait des siècles qu'on est en train de changer le monde. Et on l'a tellement changé qu'on l'a martyrisé et qu'on est à quelques centimètres du mur et qu'on est susceptible de s'exploser dessus. Tout ça parce qu'effectivement, nous l'avons changé. En tout cas, nous avons vécu dans l'illusion que nous avions la maîtrise de ce monde et qu'au travers de la science, de la technologie, des process, de l'industrie, on était capable d'en prendre la maîtrise, de le maîtriser totalement. Et dans cette idée de changer le monde, il y a une forme de continuation de cette illusion de la maîtrise. Or, le monde est en train de nous donner des leçons qui nous montrent que nous ne maîtrisons absolument rien du tout. Et que, probablement, si on continue comme ça, le monde va nous oublier parce que nous aurons disparu de la surface de cette planète. Et donc la question de changer le monde n'est peut-être pas la bonne question. La question, c'est de savoir plutôt comment on s'inscrit dans le monde. Comment on participe au monde, plutôt que de se dire qu'on va le changer. Parce qu'il y a, paradoxalement, la même illusion de la maîtrise dans cette phrase « nous allons changer le monde ». En fait, le monde est en train de nous donner des leçons, là, en ce moment même. Plus particulièrement depuis 2 ans, le monde nous a donné des leçons. Il nous a, tout d'un coup, révélé nos fragilités, nos insuffisances, nos lâchetés, nos impasses.
mais aussi des solidarités, des nouvelles solidarités qui se sont exprimées, de nouvelles opportunités. Et c'est le Covid qui a été le révélateur, le Big Bang absolu, qui a éclairé de sa lumière très très crue ses insuffisances, ses faiblesses, ses impasses, ses lâchetés, mais aussi ses nouvelles opportunités. On pensait en être sorti, mais voilà qu'une deuxième leçon nous est donnée. La guerre est à nos portes. Ce que l'on considérait comme disparu pour toujours, ce que nous pensions être une paix éternelle, voilà, c'est fini. Nous sommes ramenés à une forme de drame, de vision dramatique de l'histoire, parce que l'histoire est dramatique. Et donc nous sommes ramenés à notre véritable dimension, à savoir celle de la fragilité. Et donc la question, c'est de savoir comment on fait. Comment on fait pour réagir, pour être à la hauteur du monde, sans vouloir le changer, mais plutôt nous changer. Nous changer, nous. Parce qu'effectivement, on en a listé les symptômes, l'intégrisme, voilà, qui est là, qui tue. Mais il y en a d'autres, des intégrismes qui ne tuent pas, plus lentement. Ce sont des intégrismes sociaux, des intégrismes économiques, industriels, moraux, politiques, culturels. Le réchauffement climatique, la biodiversité qui est menacée, les injustices sociales. Jamais les pauvres ont été aussi pauvres et les riches aussi riches, et jamais la classe moyenne s'est sentie dépossédée, comme aujourd'hui. La voix des femmes qui s'est levée en 2017, qui ne s'éteindra plus jamais. Voilà. C'est la moitié de l'humanité qui réclame qu'on l'écoute et qui réclame sa place, celle d'égal. La colère des jeunes, qui regardent la génération d'avant, qui dit « Mais qu'avez-vous fait? Vous avez joui sans entrave ?» 68. Il faut jouir sans entrave. Effectivement, ils ont joui sans entrave, sans se préoccuper de ce qui allait se passer. Et cette jeunesse-là se dit « Mais nous, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons accéder à une forme de jouissance, nous aussi, de ce monde, ou pas ?» Les crises démocratiques, Gilets jaunes, le Capitole, et sans jugement sur les raisons de tout ça, c'est le gouffre qui se creuse entre les gouvernants et les gouvernés. Voilà. Des systèmes de gouvernance qui sont nés au XIXe siècle et qui ne sont plus du tout adaptés à la situation. Plus du tout. Donc la question c'est, comme disait Lénine au début du XXe siècle, que faire? Question qui se posait, elle a écrit un petit bouquin, que faire? Il ne savait pas que l'idéologie dont il était le porteur allait être mortifère et générer des millions de morts. Mais il posait franchement la question « que faire ?» D'accord ? Et on a la même question à se poser, que faire? Mais la réponse est simple, c'est « il faut prendre les meilleures décisions possibles ». Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout se joue dans notre capacité à prendre les bonnes décisions. Ce qu'on a cessé de faire, c'est-à-dire qu'on est rentré avec la révolution industrielle dans cette idée qu'il suffisait de produire de la technologie et que la technologie était en elle-même porteuse de bonheur, que les solutions allaient venir de la techno. La révolution industrielle est construite là-dessus, la société de consommation est construite là-dessus. Cette illusion de la maîtrise du savoir, et donc de la planète, eh bien, elle est née il y a 250 ans. En tout cas, elle était sublimée il y a 250 ans. Et on s'est tous plongés là-dedans, on a tous pensé que ça allait marcher indéfiniment. Voilà. Et ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Et donc, il faut se poser la question de la prise de décision. Comment allons-nous faire pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui? Parce qu'il ne s'agit pas de produire des choses. Il s'agit de se dire, peut-être de ne pas les produire. Il y a autant de choses à ne pas faire que de choses à faire. Comment faire pour prendre les meilleures décisions possibles? Eh bien nous, et là c'est une nouvelle arrogance, on pense qu'il faut faire du design. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que sans design, ça va être impossible. Sans design, on va se prendre le mur. Alors qu'est-ce qui nous permet de dire une chose pareille? Parce qu'il y a quelque chose d'arrogant à dire ça. Comme ça, le design va nous permettre de prendre les bonnes décisions. Alors, je dis bien les designs. Le design n'est pas, je n'ai pas dit les designers. Parce que les designers, c'est un petit bout du design. Le design, c'est plus grand que les designers. Le design, ça marque tout le monde. Tout le monde. Design, ça vient d'un mot italien. C'est disegno. Et disegno, ça veut dire quoi en italien? C'est un mot qu'on utilisait déjà du temps de Léonard de Vinci. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire le dessin. Je dessine. Disegno, je dessine. Il disegno, le dessin. Disegnare, dessiner. D'accord? Mais disegno, ça veut dire aussi le dessin EIN. C'est-à-dire le projet. Où est-ce qu'on va? Dans les temps léonardesques,
Il n'y avait pas de différence entre les savoirs qu'on déployait pour réaliser des œuvres d'art et le savoir qu'on déployait pour réaliser des cathédrales. C'était les mêmes. C'est Descartes, en séparant le corps de l'esprit, l'homme de la nature, qui a instauré cette différence entre l'art et la science. Il faut réunir ce qui a été séparé. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre nos savoirs au service du dessin, du projet. En vieux français, dessin, il y a un G à la fin, dessin. Et quand ça traverse la Manche, ça devient design. Et en français, il y a un verbe qui se souvient de ce petit G qui est à la fin de dessin, c'est désigner. Désigner. Ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller? Désigner. Donc quand on dit le design peut nous aider à prendre la meilleure décision, ça veut dire en fait c'est la culture du projet. C'est-à-dire en fait pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Pourquoi décidons-nous ce que nous décidons? Pourquoi produisons-nous ce que nous produisons? Quel est notre dessin? Quel est notre projet? Comment on se remet à se poser la question de la raison pour laquelle on fait les choses et surtout de l'endroit où on veut aller? Où est-ce qu'on veut aller? Ce qu'on a oublié de faire depuis 250 ans parce qu'on nous dit le bonheur c'est mécanique. Vous prenez votre billet, vous rentrez dans le train du progrès, vous vous asseyez, là où on vous a dit de vous asseoir, vous produisez ce que vous devez produire et vous allez voir, ça va bien se passer. On va produire du bonheur automatiquement. C'est fini. C'est pas vrai. Il faut remettre les mains sur le volant, il faut se remettre à conduire, il faut se remettre à décider où est-ce qu'on veut aller. Et ça, c'est un travail collectif. Le dessin, c'est forcément un dessin collectif. Ça ne peut pas être un dessin individuel. Donc le design, qu'est-ce que c'est? C'est une culture du projet. Et la définition du design, c'est quoi? C'est créer les conditions d'expérience de vie réussie. Contribuer à créer des conditions d'expérience de vie réussie. Contribuer, c'est-à-dire pas tout seul, c'est collectif. Créer, oui, parce qu'il nous faut réinventer des choses. Des conditions d'expérience de vie réussie, c'est quoi? Vous êtes assis sur des chaises aujourd'hui. Là, bien assis? Pas trop mal? Bon, des fois, ce n'est pas le cas. Conditions d'expérience de vie réussie. Un dîner en amoureux dans un restaurant, un joli petit restaurant où tout a été conçu pour que cet anniversaire de mariage, le 45e, voilà, se passe le mieux possible. C'est du design. Vous êtes en train de mourir de votre phase terminale du cancer à l'hôpital. Est-ce que tout a été pensé pour que cette expérience de vie soit réussie? Vous, en train de mourir, le médecin qui vous soigne, les infirmières qui viennent vous laver, qui viennent vous nourrir, ceux qui lavent par terre, votre famille qui vient vous visiter, est-ce qu'on a pensé à eux? Est-ce que ça va bien se passer? La réponse est non, ça ne se passe pas bien du tout. Alors, parce que ça n'a pas été pensé pour. Donc vous voyez, j'ai pris deux choses différentes, hein, du bonheur absolu, anniversaire de mariage. Enfin, des fois, ce n'est pas le bonheur absolu, un anniversaire de mariage. Hein. Et puis, je suis en train de mourir. Et entre les deux, je nais, je meurs. Il n'y a que des situations de vie. Collectives, individuelles, privées, intimes, publiques, professionnelles. Il faut faire du design tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on donne les clés aux designers. Hein. Le design, c'est plus grand que les designers. Dans le design, il y a tout le monde. Tout le monde qui partage cette culture du dessin. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, cette culture, elle n'est pas du tout partagée. Regardez ce qui se passe dans ce beau pays. C'est une culture de l'ingénierie, c'est une culture de l'administration, c'est une culture descendante, c'est une culture où on ne dit pas aux gens « le projet c'est ça », d'ailleurs on va le faire ensemble. On leur dit « le projet c'est ça » et on ne vous demande pas votre avis, ça va être ça. Voilà. C'est descendant. Et donc, former des gens au design, former des gens à la prise de décision, c'est la mission que moi je me suis donnée. Ça fait 24 ans que je fais ça. Je l'ai fait pendant un certain temps, d'une certaine manière, et puis un jour j'ai dit « on va faire différemment ». Et on va former des designers qui vont s'inviter dans le cercle du pouvoir et qui vont dire à leurs camarades ingénieurs ou managers « vous allez nous faire une petite place, on est sympa, vous pouvez rester ». Les managers, les ingénieurs, les énarques, mais maintenant, les designers sont à vos côtés. Et parce qu'on est à vos côtés, et parce que vous êtes là et parce qu'on est là, nous allons partager cette culture du dessin, cette culture du design, pour décider ensemble des bonnes choses à faire, et puis derrière, orchestrer les conséquences de nos décisions en faisant du design, c'est-à-dire en matérialisant les conséquences de nos décisions. C'est une révolution éducative, c'est une révolution politique. On a dit le mot tout à l'heure, c'est politique, hein, vous avez vu, revenez à la définition que je vous ai donnée, créer des conditions d'expérience de vie réussie, c'est la mission de n'importe quel élu. Créer des conditions d'expérience de vie réussie. Vous élisez quelqu'un, a priori, le président de la République, là, je dis bien le président de la République, qu'est-ce qu'on lui demande? De créer, de contribuer, parce que le problème c'est que contribuer, là, c'est plutôt
on lui demande à lui tout seul aujourd'hui, contribuer à créer des conditions d'expérience de vie réussie. Votre maire contribue à créer des conditions d'expérience de vie réussie. N'importe quel élu. Mais vous êtes patron d'une entreprise. C'est quoi votre job? C'est de contribuer à créer les conditions d'expérience de vie réussie pour vos salariés. Contribuer à créer les conditions d'expérience de vie réussie pour vos clients. Contribuer à créer les conditions d'expérience de vie pour vos partenaires. C'est toujours contribuer à créer des conditions d'expérience de vie réussie. C'est-à-dire qu'on sort de la mécanique de il faut maximiser mes revenus, minimiser mes dépenses pour je vais faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Mes clients, mes partenaires, mes collaborateurs, ceux qui vivent à côté de nous. On revient à l'expression parfaite du projet politique. Le projet politique, c'est quoi? Comment créer des conditions d'expérience de vie réussie? Le design, c'est ça. Le design est politique. Donc, les écoles de design, en tout cas celles que moi je viens de créer, son objectif, c'est de former des animaux politiques qui conscientisent leur maîtrise d'une méthodologie qui est celle du design, qui la partagent avec d'autres, qu'il s'agit d'acculturer à ça, et qui, ensemble, alors, s'inscrivent dans des grands projets, des grands dessins, c'est-à-dire qu'ils font du design ensemble. Les écoles de design, en fait, c'est des écoles de dessin EIN. En fait, toutes les écoles devraient être des écoles de dessin. Toutes les ingénieurs, les managers, tous devraient être formés dans cette idée de « voilà, on fait ça ». Donc moi je m'appelle Steven Hearn, je suis le fondateur d'un groupe de culture en fait, qui s'appelle Scintillot, qui adresse 3 métiers, l'ingénierie culturelle, l'exploitation d'équipements culturels et puis la création d'incubateurs ou de plateformes d'accompagnement de projets. Le groupe a rejoint un autre beaucoup plus gros groupe qui s'appelle le groupe SOS, qui est un groupe d'économie sociale et solidaire, sans doute le premier aujourd'hui en Europe. C'est quasiment entre 600 et 700 établissements ou associations, c'est 22 500 salariés, c'est beaucoup d'intelligence donc, et puis c'est aussi un budget conséquent parce qu'il a dépassé le milliard il y a déjà quelques années maintenant. Et nous, au sein, avec le petit groupe Scintillot, on a été la petite graine du département culturel du groupe SOS, dont j'ai aujourd'hui moi la charge du développement. Alors au sein de la culture, on adresse différents métiers, le cinéma, le patrimoine, on fait de l'ingénierie culturelle à nouveau, on gère et on commence à gérer des lieux à dimension culturelle. Mais ce dont je voulais vous parler ce soir, enfin pas que de ça, mais c'est qu'on a sorti en fait un plaidoyer avant les élections, indépendant, et donc évidemment il va être une contribution en fait aux enjeux culturels, mais il y a 4 propositions qui ont été développées à l'intérieur. Je vous les livre quand même. Donc la première, c'est de continuer et d'imaginer des lieux hybrides de la culture qui peuvent s'articuler entre le public, le privé et autres. Et on peut considérer qu'à sa manière, un projet comme The Calvin Gallery est un lieu hybride, et c'est pour ça qu'on ne cache pas que nous le regardons de près. On veut développer un programme de commande artistique citoyenne, là où effectivement on considère que dans la culture, on est plutôt face à une grande offre de culture, mais pas forcément une grande écoute de la demande et du désir de culture. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait travailler une dimension, on va dire, citoyenne de la culture. Évidemment, alors si dans la campagne, on a beaucoup parlé quand même de patrimoine en fait, pour la culture. Alors certes, c'est très important, la vieille pierre, mais c'est vrai qu'elle n'est pas simple à rénover, et donc nous on a décidé de lancer assez massivement. On l'a déjà fait en fait dans différents lieux comme à Marseille, au Fort Saint-Nicolas ou à l'hôpital Caroline sur l'île du Frioul, des chantiers d'insertion pour, on va dire, aider des jeunes qui sont fortement en décrochage, en fait, à la fois approcher un métier et puis le faire dans les meilleures conditions possibles, qui sont aussi des lieux, des monuments historiques, quoi. Et puis quatrième sujet que l'on souhaite adresser, c'est la question de l'éducation critique aux médias et à l'information, et en tout cas se battre contre toutes les formes de fake news, quoi. Alors aussi, et donc c'est l'objet un peu de cette discussion, c'est qu'à partir de ça, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire pour commencer à dire tout cela. Et donc c'est le magazine Respect,
Oui, donc en fait, on chronique à longueur de temps crise économique, crise sanitaire, crise sociale, fracture numérique, fracture intergénérationnelle, crise environnementale, enfin... Et donc, on s'est dit qu'effectivement, on a compris qu'il s'agissait effectivement aujourd'hui de s'engager, d'agir, que c'était une nécessité. Mais en fait, quand on a dit ça, en fait, on n'a pas forcément dit encore grand-chose. On est convaincu et on est conscient que vous tous en fait partagez ces urgences, ces nécessités, mais qu'il nous a semblé important de dire aussi qu'il y avait des solutions quoi, en fait, et que c'était pas forcément utile de le déplorer, mais au contraire d'agir. Et puis, mais agir aussi, c'est pas toujours simple. Et donc en fait, Respect qui veut évidemment travailler sur la dimension d'écoute et sur l'attention que l'on porte aux autres, mais veut aussi apporter des solutions. Le but effectivement est aujourd'hui de travailler sur l'idée pas d'un monde d'après, mais bien d'un monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sans fantasme, et puis de le faire avec beaucoup d'optimisme. J'ai cette phrase que j'aime beaucoup, on ne s'attaque pas au système, on le démode. C'est l'objet de cette revue qui donc veut mettre en évidence toutes ces nouvelles solutions. Quoi. Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Tout simplement. Voilà. Et donc en fait, en gros, aujourd'hui, quand on parle de respect, on parle de dignité humaine. Et la dignité humaine, en fait, elle est représentée par 50 nuances d'engagement, 50 personnes, 50 figures qui sont en fait, dont on a décidé aujourd'hui de nous faire nos héros, OS et AULT quoi. Enfin, et donc voilà. Donc c'est ça qu'il fallait, c'est ça que j'avais à vous dire. Et puis cette revue en fait, elle ne sort pas en kiosque, mais elle va petit à petit essaimer dans des lieux, dans des tiers-lieux, auprès de porteurs culturels, auprès de porteurs de projets sociaux. Et donc on va essayer de la rendre le plus possible poreuse en fait, aux initiatives positives. Respect qui sera trimestriel si tout se passe bien. Alors pourquoi il est aussi important ce rapport corps politique? C'est un des éléments essentiels de la réflexion philosophique, je le disais depuis l'Antiquité, parce qu'on a deux grandes tendances qui se sont affrontées philosophiquement. D'une part, la conception du pouvoir politique comme un pouvoir qui dépasse les individus. C'est le pouvoir politique au sens très très large. Là, c'est politique avec un grand P. Hein. Donc ça peut être aussi celui de la religion, ça peut être... Voilà, c'est pas uniquement les institutions en tant que telles. La royauté, ça fonctionne de la même façon. Ça vient quelque chose qui vous dépasse, qui est au-dessus de vous et qui a, en quelque sorte, possibilité de vie ou de mort sur vous. Et puis, vers le XVIe, XVIIe siècle, il y a des gens qui ont commencé à réfléchir différemment. Et on trouve chez les Lumières en Angleterre, et notamment chez Hobbes, l'idée que mon corps, la libre disposition de mon corps, finalement, c'est la base de la liberté. Et ça va donner l'habeas corpus, c'est-à-dire l'interdiction d'avoir des arrestations et des détentions arbitraires, et le fait que la conception chez Hobbes, c'est que la chose la plus injuste qui puisse vous arriver, c'est de mourir de mort violente par un crime ou un accident, mais bon, je pensais surtout au crime. Et donc on a cette conception du corps qui m'appartient et qui n'appartient pas à l'État, pour résumer les choses, qui est très très ancrée dans la philosophie anglo-saxonne, depuis les Lumières, et qui va conquérir le monde et s'opposer, ou en tout cas se frotter avec nos Lumières à nous et Rousseau, qui vont en quelque sorte prolonger la vision, on va dire, royaliste ou religieuse d'un pouvoir central qui va essayer de faire le bien pour nos corps, pas forcément contre nos gré parce que la démocratie arrivera, mais en tout cas avec une vision qui est une vision plus générale. Ça va donner au XIXe siècle et au début du XXe siècle des politiques qui vont viser à promouvoir l'hygiène par exemple. Personne n'est contre, hein. Mais c'est pas moi qui ai décidé, c'est les étages supérieurs. Et cette conception-là française, elle va donner des très très belles créations, mais des créations collectives. Et
au fur et à mesure que l'individualisme anglo-saxon va nous gagner, au nom de la liberté, eh ben, la France va devoir progressivement s'adapter. Il faut attendre 1994 et les premières lois de bioéthique pour avoir, dans le droit français, écrit noir sur blanc, le caractère, je vais dire, quasi sacré du corps individuel contre tout ce qui pourrait être une mainmise ou un pouvoir sur ce qui m'appartient et sur ce qui définit mon intimité. Et il y a depuis la fin des années 90 régulièrement des travaux politiques qui portent sur ces questions et qui sont justifiés par les avancées de la science, puisque la science nous permet de poser des questions sur notre relation à l'intime et notre relation à la vie. Et d'ailleurs, ça fait partie des sujets qui sont dans le débat présidentiel sur comment on traite, vous l'évoquiez, la fin de vie, par exemple. Bon, bah ça, c'est au-delà ou avant ou après le design, je ne sais pas. C'est aussi une question politique de décision de ce qu'on peut, doit ou ne peut pas faire dans ces circonstances-là.